Croissance verte, c'est maintenant sur Média et merci de nous rester fidèles. Les lacs et cours d'eau jouent un rôle important dans l'approvisionnement en eau. Ils sont souvent utilisés pour l'irrigation agricole, la production d'eau potable ou encore l'énergie hydroélectrique. Ils ont aussi une valeur économique et sociale importante pour les communautés riveraines. C'est le cas d'un lac situé à Conakry, plus particulièrement dans la nouvelle commune urbaine de Sanfonia. Cet espace lacustre était considéré comme une zone aquatique et un biotope, mais aujourd'hui, plusieurs activités qui s'y pratiquaient sont à l'arrêt à cause de la dégradation du lac. Alors, quel rôle essentiel jouent les lacs dans la préservation de la biodiversité de l'écosystème? Comment préserver ces lacs et cours d'eau? Pour en parler, nous sommes avec M. Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé et salutations à toute l'équipe de Média TV et salutations à nos très chers téléspectateurs. Merci Monsieur Diagne. Et maintenant, direction la Guinée, à Conakry. C'est un reportage signé Idrissa Cissé, Eva Sagna et Bachir Yazboudian. Ce lac se situe en banlieue de la capitale Conakry, dans la nouvelle commune urbaine de Sanfonia. Il était considéré comme une zone aquatique et un biotope, mais malheureusement, aujourd'hui, il connaît une agression qui l'éloigne de sa vocation principale. Ce lac qui devait quand même servir un abreuvoir, un lieu touristique, ou en tout cas un aménagement urbain, n'est autre aujourd'hui qu'un lieu où les citoyens viennent jeter des ordures. C'est un lac pollué, c'est un lac qui n'est pas entretenu. Et sur le plan environnemental, c'est un lac aujourd'hui qui fait face à ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire une pollution accrue de sa nature. Et ce lac aujourd'hui présente un air quand même, je le disais tantôt, très regrettable parce que tout simplement ça devait servir tout ce que je viens de citer. Mais pour l'instant, sincèrement, ce n'est pas ce qu'on pouvait attendre de l'aménagement de ce lac. Plusieurs activités se pratiquaient le long de ce lac, mais à cause de sa dégradation, tout est presque à l'arrêt. Depuis quelques mois, ce jardinier est confronté à des problèmes de santé chaque fois qu'il utilise l'eau de ce lac. Cette eau-là, on l'utilise maintenant actuellement de nos jours pour arroser nos jardins. C'est la seule utilité que cette eau-là en est, puisque souvent, ceux qui venaient même faire la lessive ici ne viennent plus parce que vu l'état de l'eau, d'ailleurs même nous qui l'utilisons après ici, il faut qu'on utilise des produits chimiques pour pouvoir nous débarrasser des microbes et aussi parce que l'eau est stagnante, donc ça nous gratte la peau après ici. Si tu ne prends pas les précautions, cela peut jouer sur la santé du corps. Face à cette dégradation, les spécialistes accusent l'État de légèreté. Selon eux, des dispositions doivent être prises au niveau de plusieurs départements ministériels pour sauver ce lac. Oui, les responsabilités sont partagées, mais moi je dirais beaucoup plus la responsabilité, elle est du côté des autorités. Parce que si vous prenez l'aménagement urbain, si vous prenez l'aménagement des jardins, des parcs urbains, ça relève de 2 ou de 3 ministères. Le premier ministère concerné, c'est le ministère de l'Environnement. Et le deuxième ministère concerné, c'est le ministère de l'Habitat. Et le troisième ministère concerné, c'est le ministère de la Culture, de l'Hôtellerie et du Tourisme. Parce que tout simplement, ces 3 ministères, s'ils se donnaient quand même la main, ils pouvaient conjuguer les efforts pour que le lac de Sanfonia puisse quand même être un air attrayant pour les citoyens, mais également pour les visiteurs. Et donc, de l'autre côté, les citoyens aussi doivent comprendre que le lac ne doit pas constituer d'un dépotoir. Pour la restauration du lac, les autorités locales ont mené des démarches auprès des ministres sectoriels impliqués. Les sages, quant à eux, passent des messages de sensibilisation dans les lieux de culte
pour éviter de faire du lac un dépotoir d'ordures. Depuis plusieurs années maintenant, nous passons des messages de sensibilisation dans les mosquées et les églises pour dire aux gens que ce lieu n'est pas un dépotoir. Ils doivent comprendre que ce lac est bénéfique pour tout le monde et même pour les animaux. Ce message a été largement diffusé. Si des dispositions ne sont pas prises à temps, ce lac de Sonfonia risque de disparaître et cela va entraîner des conséquences énormes sur l'écosystème. Il y a l'impact des actions anthropiques qui se trouvent là. Les gens sont en train de construire et ils sont en train de faire des remblais des côtés de ce lac. Et également, les gens sont en train de déposer les ordures qui occasionnent la fermeture de certains côtés de ce lac. Et donc, quand ça continue comme ça, ce lac risque de disparaître. Et je me rappelle exactement, personnellement, j'ai dit que c'est un trésor qui est en voie de disparition. Et ce trésor, si on n'y prend pas garde, ne va pas quand même servir grand chose. Et ça va disparaître et finalement, ça ne pourra être qu'un regret. Et ça ne pourra donner que des conséquences. Parce que de l'autre côté, ça peut créer même l'inondation. Parce que quand il y a la saison pluvieuse qui est là, si le lac il est complètement bouché, l'eau qui va être drainée du quartier ou dans les différentes artères pourra quand même prendre toute la chaussée. Et donc, souvent, c'est cette inondation qui crée même des problèmes aux citoyens. Donc, si on n'y prend pas garde, ce lac risque de disparaître. Ils sont nombreux, des Guinéens, qui souhaitent voir cet espace aménagé afin d'offrir aux jeunes, en plus d'un espace de loisirs, des opportunités d'emploi. Mais en attendant cet aménagement, le lac de Sonfonia offre une triste image, celle d'une étendue d'eau sur laquelle flotte un bric-à-brac d'objets et d'ordures. De retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. M. Diagne, suite à ce reportage est édifiant. Quelle lecture faites-vous de la dégradation de ce lac situé à Conakry dans la commune de Sonfonia? Vraiment, c'est quelque chose de dommage parce que des espaces comme ça, on a donc tendance à les souhaiter dans les villes et ça joue un grand rôle. Aussi bien par rapport donc, à la régulation donc, des températures. Et tout autour, c'est comme on l'a dit, donc, comme on l'a dit dans le reportage, c'est un espace à gérer de façon transversale. C'est 3 ministères donc, cités, ministère de l'Environnement, ministère aussi donc, de la Culture et aussi donc, de l'infrastructure donc, du territoire. Ils doivent pouvoir travailler ensemble pour préserver ce cadre. Aujourd'hui, on est carrément, je veux dire, c'est un appel au secours qui est lancé. Mais on n'aurait jamais dû laisser ce lac donc, dans cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut maintenant penser à nettoyer le lac, penser aussi à gérer un peu, aménager aussi les berges. On y mène des activités donc, pour venir donc, faire les laveries là-bas, tout cela. Des activités aussi donc, horticoles tout au bord. Donc, il faudrait organiser cela, mais il faut aller vers un plan de restauration vraiment donc, et de salubrité. Donc de ce lac. Monsieur Diagne, abordons maintenant des questions essentielles à la préservation des lacs et des cours d'eau de façon générale. Selon vous, quelles sont les principales sources de pollution qui peuvent affecter les lacs et les cours d'eau? Nous avons vu le cas de Sonfonia, mais dans d'autres cas? Dans d'autres cas, déjà, il faut savoir que la main humaine est déjà donc en grande partie responsable. Parce que ce genre de lac, parfois, les gens l'utilisent pour évacuer des eaux usées. On peut aussi les utiliser pour pomper de l'eau et après maintenant pour aussi arroser certaines activités donc agricoles ou bien donc de maraîchage. Mais le problème, c'est entre la régénération de la quantité d'eau dans le lac et ensuite maintenant ce qu'on verse dans les lacs aussi. Donc il faut savoir aussi donc gérer cela.
Aujourd'hui, ce sont des lacs qui sont des lacs naturels. Donc, on peut donc recevoir donc l'eau de pluie. Ça peut aussi être utilisé de façon très, très intelligente. Pour si sont dans des localités où on a besoin d'eau, il faut les traiter. Mais aujourd'hui, la question de l'eau, elle est fondamentale. Elle est fondamentale en matière d'hygiène, elle est fondamentale en matière d'assainissement et en matière aussi de bien-être pour les populations. Donc, ce sont des réserves d'eau donc, qui sont là. Ce sont des régulateurs aussi au plan donc, climatique, donc pour les températures, mais il faut organiser une gestion de façon intelligente. Des régulateurs au point de vue climatique. Nous reviendrons dans quelques instants sur l'urgence climatique et le réchauffement. Bien sûr, intéressons-nous à la préservation de la biodiversité. Souvent, on ne comprend pas très bien quel est le rôle que les lacs jouent dans cette préservation de la biodiversité. Vous savez, dans la nature, donc, ce phénomène de photosynthèse, il y a la lumière, donc il y a aussi donc l'eau. Donc aujourd'hui, si vous avez une plante, il y a maintenant ce qu'on appelle cette tension hydrique, la plante va mourir. Mais il faut qu'il y ait par exemple des espaces parce que ce qu'on voit à la surface, c'est le plan d'eau. Mais en dessous, il y a le lit du lac. Mais le lit du lac ne reste pas seulement donc à cette superficie donc, du lac. Donc ça s'étend en dessous. Donc ça veut dire que tout autour du lac, il y a donc un bon drainage qui permet à ce qu'on puisse faire des activités donc, de maraîchage, des activités horticoles. Si aussi, comme il l'a dit dans le reportage, on aménage des espaces où les gens peuvent venir se détendre pour avoir donc un bon échange, comme on dit, oxygéné, tout cela. Tout ça, c'est organisé. Parce que ce genre d'espace en plein centre-ville, malheureusement en Afrique, on n'a pas développer cette sensibilité environnementale comme dans d'autres pays européens. Mais pour un exemple, dans le lac situé en Allemagne, il est vraiment donc d'une grande salubrité, mais aménagé tout autour où même on organisait donc ce qu'on appelle donc le festival du lac. Donc comme il l'a dit, il a très bien raison de dire qu'il y a l'implication du ministère de la Culture dans cette intention de préservation de ce plan d'eau. Vous avez parlé des actions de l'homme sur la détérioration du lac. Parlons maintenant de grands enjeux environnementaux, le changement climatique. Quel impact sur les lacs? Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vouloir faire en matière de diminution donc, des températures, il faudrait que l'Afrique on ait un plan qui nous soit propre. C'est-à-dire que nous sommes impactés sur des conséquences, mais nous ne sommes pas responsables aujourd'hui, comme on dit, de tout ce qui est gaz à effet de serre. Parce que nous n'avons pas été à ce niveau de développement industriel pour produire des émissions donc à ce point qui ont amené à tous ces COP et tout cela. Nous avons encore des cadres de vie naturels, nous avons encore ces plans d'eau. Il faut qu'on ait une dynamique de conservation et de préservation. Si nous arrivons à cela, aujourd'hui, lorsqu'on parle de captage de carbone, ces lacs aussi sont des opportunités pour capter donc du carbone, aussi bien que lorsqu'on fait de la reforestation ou bien lorsqu'on préserve. Et ça veut dire que si ce genre de situation se pose, ce qu'on a comme impact environnemental avec ce phénomène de captage de carbone, on peut le monnayer pour avoir des fonds. Le principe de pollueur-payeur peut permettre à ce qu'il y ait par exemple une mobilisation de ressources parce qu'on va donc faire une étude, quel est l'impact bénéfique, combien de quantité de carbone a été donc capturé par cette initiative de conservation, de préservation du lac, et ces ressources-là mobilisées donc pourront être restituées par exemple soit à la commune ou bien à l'État guinéen pour pouvoir donc financer un programme de réhabilitation et de protection et de préservation de ce lac. Parlons maintenant de la responsabilité des populations riveraines, celles qui vivent autour des lacs. Comment les citoyens et autres populations peuvent-ils participer à la protection du lac, à sa préservation? Comment peut-on mieux les sensibiliser à l'importance d'un lac près de leur habitat et surtout à l'importance de ne pas le polluer, ne pas y jeter des déchets? Tout tourne autour de la question de l'éducation environnementale. Nous avons jamais cessé de le dire. Il faut une éducation environnementale. Il faut une éducation environnementale qui commence déjà dès le bas âge, avec donc cette interaction entre être humain et cadre de vie. Il faut qu'on éduque ces populations. Même s'il s'agit de venir faire le linge au bord du lac, on peut aménager cela. Avant que l'eau, c'est une eau savonneuse avec beaucoup d'éléments chimiques, avant même que cette eau ne soit déversée, il y a la possibilité même de faire une petite station d'épuration pour que l'eau puisse être retraitée avant même d'être donc injectée dans le lac. Donc il faut vraiment investir dans l'éducation environnementale, que les gens développent une certaine sensibilité par rapport donc à leur cadre de vie.
Et il faut donc faire des programmes d'éducation environnementale, d'hygiène, de salubrité, d'eau et d'assainissement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon, je vais dire, concertée. C'est une initiative collective. C'est-à-dire que si eux, ils voient que le fait de préserver ce cadre de vie, ils ont un meilleur bien-être, ils ont des activités génératrices de revenus parce qu'il y a des aménagements donc, touristiques, ils peuvent exposer aussi donc leur patrimoine culturel. Donc tout cela, et ensuite il y a la fréquentation. C'est-à-dire que le ministère du Tourisme qui est aussi interpellé la culture, ils peuvent faire en sorte que cet espace soit une destination. Il faut vraiment qu'il y ait cette synergie. Malheureusement, donc, les institutions de l'État sont cloisonnées, mais il faut qu'il y ait une sorte de synergie, comme il a dit, pour que les gens puissent arriver à une situation donc meilleure. Parlons de la voracité urbaine. Nous l'avons vu dans le reportage. Plusieurs personnes construisent autour du lac. Justement, les représentants qui luttent pour la cause environnementale se sont plaints de cette affluence de personnes construisant autour du lac. Et bien sûr, il y a la déforestation qui suit, parce que pour construire, il faut dégrader l'environnement. En quoi la déforestation près des bassins aggrave-t-elle l'érosion et l'envasement des lacs? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des informations géologiques aussi. Le lac, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas seulement le lit du lac, mais maintenant l'eau aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache aussi qu'avant de venir construire, on peut venir construire, d'accord, mais est-ce qu'on a la garantie que cet édifice qu'on a conçu autour, est-ce qu'il ne pourrait pas s'affaisser? On a vu des situations comme ça, parce que le sol est tellement donc imbibé d'eau, donc ils sont juste venus, ils ont construit les fondements, mais après, à terme, au fur et à mesure, le bâtiment s'affaisse. Il est comme absorbé donc, par le sol. Et finalement, donc, on a donc des accidents donc, sur des bâtiments qui tombent, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de zone non édificante tout autour du lac et qu'il n'y a pas à construire ce genre d'édifice-là. Parce que non seulement, à terme, ils vont s'affaisser, il y a l'infiltration de l'eau aussi, parce qu'il n'y a pas donc ce qu'on appelle... C'est pas avec les matériaux choisis, l'eau va s'infiltrer, rentrer dans les murs et ça va créer encore des champignons. Ça veut dire que ceux qui vont vivre dans ces bâtiments-là aussi vont avoir des problèmes de santé. À présent, comment concilier les besoins en eau potable, l'irrigation agricole et la préservation des lacs face à la croissance démographique et aux sécheresses accrues? Comme je l'ai dit, il faut toujours avoir cette dynamique d'économie des ressources, d'économie de l'eau. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui est potentiellement à venir, c'est-à-dire qu'on peut capter avec donc la pluviométrie, et qu'est-ce qu'on a aussi comme installation donc pour pouvoir donc acheminer cette eau-là. Si on doit prendre l'eau au niveau du lac, il faut qu'on sache en combien de quantité. Il faut qu'on sache aussi le comptage. Par exemple, aujourd'hui, ces populations aussi n'ont pas de l'eau chez eux. C'est ça qui fait qu'ils viennent donc faire le linge aussi. Il y a aussi le problème de la gratuité. L'eau est gratuite au bord du lac. Mais l'eau est gratuite d'accord au bord du lac, mais on détruit le lac avec les produits chimiques. Donc, on doit faire en sorte qu'il y ait une bonne étude, c'est-à-dire que faire un aménagement, c'est-à-dire que les maisons qui sont tout autour, qui n'ont pas des installations pour recevoir l'eau potable ou bien pour sortir l'eau donc comment on appelle ça, des toilettes, tout cela, il y a toujours ce lien entre eau et assainissement. Donc, tout ça, il faut qu'il y ait véritablement une bonne cohésion, qu'il y ait une bonne étude qui est faite par rapport à cette situation-là. Ça ne peut pas être comme ça à l'emporte-pièce. Il faut que ça soit fait de façon très sérieuse. Et surtout une bonne surveillance au niveau des lacs. Non, ça serait très important. Il le faut. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de ministère de l'Environnement, je peux dire que ce sont pratiquement des corps paramilitaires. Il faut la sanction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une responsabilité. Donc, manifeste par rapport à cette situation de lac. Quelqu'un qui vient, jette ses ordures comme ça, vous voyez le plastique, vous voyez tout ça, le plan d'eau est complètement donc saturé, pratiquement tellement pollué, mais c'est des milliards qu'il faudra pour maintenant nettoyer, pour ensuite maintenant arriver à ce qu'il y ait maintenant cet échange, donc oxygène, carbone, tout ce qui est bio-écosystème, donc véritablement dans l'eau aussi, parce qu'il y a tout ce qui est phénomène de plancton, tout cela. Donc, il faut véritablement qu'il y ait un travail donc, approprié par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, les ingénieries sont là pour véritablement réussir à restaurer, parce qu'il y a des situations comme ça qui étaient encore beaucoup plus catastrophiques, mais on peut restaurer ces lacs.
Et si ce lac ne peut pas être restauré, il risque de disparaître, ce qui serait une situation alarmante qui pourrait entraîner bien sûr des inondations tout autour des habitations riveraines. Alors, maintenant, en quoi la télédétection par satellite et l'intelligence artificielle peuvent-elles améliorer le suivi et la qualité de l'eau des lacs et alerter sur les menaces émergentes? Est-ce un début de solution? Oui, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très usité. C'est vrai que c'est devenu maintenant plus de la tendance. L'utilité, c'est de pouvoir aussi faire des simulations, faire des projections. On peut aussi, à distance, avoir une vue, donc je vais dire de vidéosurveillance par rapport à toutes les activités qui sont autour du lac. Et s'il y a à agir, qu'on puisse donc... Mais il faut qu'il y ait aussi une sorte de présence de proximité, ou qu'il y ait des gens qui sont là-bas, qui sortent une sorte de police du lac. Voilà, une police du lac, comme vous avez dit, il faut que ce soit là présent. Et là, ça sera dissuasif. Donc, si c'est assez dissuasif, les gens vont maintenant donc, être accompagnés dans une dynamique d'éducation environnementale, de conservation et de préservation donc, de l'environnement qu'ils ont à préserver. Parce que il y va de leur bien-être, il y va de leur responsabilité. Quelles sont les meilleures techniques pour restaurer un lac? Aujourd'hui, ce sont les techniques diverses. Les gens peuvent venir faire nettoyer, il y a des machines, on peut donc récupérer tout ce qui est donc éléments flottants. Il faut aussi donc faire des prélèvements aussi, savoir aussi quelles sont les concentrations donc d'éléments, certains éléments chimiques nuisibles qui sont là-bas, et aussi voir aussi comment organiser tout autour. Donc il y a toute une étude à faire. C'est pas seulement de faire du superficiel, donc juste le nettoyage avec des machines qui vont donc récupérer tout ce qui est plastique, les déchets et autres, mais il faut aussi aller en profondeur pour voir aussi quel est l'impact, parce que il y a aussi donc des plantes aquatiques. Si ces plantes aquatiques sont affectées par la pollution de ce plan, par la pollution du plan d'eau, c'est sûr qu'en bas, on verra qu'il y a une diminution de la densité et donc de la qualité aussi donc de ces plantes aquatiques. Donc tout cela, ça doit être fait de façon concertée, mais de façon très, 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 très sérieuse. Et impliquer aussi tous les acteurs autour donc, de ce lac-là. Aussi bien ceux qui sont les riverains, mais aussi les autorités, et même carrément l'intégrer dans un plan donc, de conservation, de préservation de ce lac pour la ville de Conakry. Au Sénégal, il y a eu le cas du lac Rose qui avait perdu sa couleur il y a encore quelques temps et qui la retrouve depuis peu. Quelle lecture faites-vous de cette situation et de cette nette amélioration? Je me dis que c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont vu les conséquences de la bêtise humaine. Je pense qu'ils ne vont pas répéter ça. Mais pour cela aussi, il faut qu'il y ait, comme vous avez dit, une police là-bas. C'est-à-dire que rien ne peut se faire. Aucune personne ne peut, de façon unilatérale, prendre une décision de mettre donc, de l'eau qui ne doit pas être dans ce lac-là. Ça fait 2 ans. Mais 2 ans, quel est l'impact économique? Pour ne pas dire aussi social. Le nombre de touristes qui allaient au lac Rose a diminué de façon drastique. Les gens prenaient l'avion. On n'inscrivait même plus le lac Rose dans cette destination touristique pour le Sénégal. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit très sérieux, très rigoureux sur le respect des études d'impact environnemental. Avant de démarrer n'importe quel projet, que vous ayez d'abord votre étude d'impact environnemental acceptée. Si elle n'est pas acceptée, on bloque ce projet. Mais on voit des projets qui sont lancés alors que l'étude d'impact environnemental n'est même pas encore finie. Ou bien elle a été validée, mais on a piétiné tout ce qui est comme recommandation. Donc il faut qu'il y ait un organe, je ne sais pas, de contrôle. Même si on a un cabinet qui fait l'étude d'impact environnemental, l'autorité a donné son aval, mais qu'il y ait encore maintenant une contre-expertise. Il faut qu'il y ait deux mandats. Mais malheureusement, on donne des prérogatives, on pense plus à l'argent, mais on ne pense pas à l'environnement ni au social. Donc voilà. Merci M. Diagne pour cet éclairage. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur Média Interview. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur la panafricaine.